Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast de la Kimpa Vita, un espace féministe de réflexion et de transmission pour mieux comprendre l'Afrique, son histoire, ses figures et surtout celles qui la façonnent. Je suis Elena et je suis ravie d'être l'hôte de cette nouvelle saison. Dans ce premier épisode consacré au corps des femmes africaines, nous avons voulu débuter notre réflexion par l'impact de la colonisation européenne sur la perception des corps de femmes africaines. La colonisation n'a pas seulement redessiné les territoires, elle a aussi profondément influencé la manière dont nous percevons nos propres corps et dont ils sont représentés dans nos sociétés contemporaines. Projet politique organisé et encadré juridiquement par la métropole, la colonisation française a imposé ses lois aux colonies en mettant en place des mécanismes de domination et de racialisation, comme le Code de l'indigénat. Entre 1830 et 1960, ces dispositifs ont servi à asseoir le pouvoir colonial, y compris à travers la médecine, qui a été utilisée pour légitimer l'idée d'une hiérarchie des races. Comme le souligne l'historienne Sylvia Brusi, la possession du corps traduit la possession territoriale. Ainsi, la violence coloniale s'est aussi manifestée par une violence exercée directement sur les corps des femmes colonisées. Pour approfondir cette question, nous avons rencontré Aïssatou Seck, doctorante en histoire moderne et contemporaine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et lauréate de la bourse de recherche de la Kimpa Vita, qui a travaillé sur les femmes dans l'histographie de la santé en Afrique occidentale française. Son travail nous éclaire sur les pratiques de la médecine coloniale et leur impact sur les corps des femmes africaines. Bonne écoute. Je suis très heureuse aujourd'hui d'interviewer Aïssatou Seck. Aïssatou Seck qui est notre première lauréate du laboratoire de recherche de la Kimpa Vita. Peut-être sur le podcast, on n'en a jamais parlé, mais la Kimpa Vita, depuis 2022, a lancé son laboratoire de recherche pour essayer de stimuler un peu la recherche en Afrique de l'Ouest francophone. Et chaque année, on octroie une bourse à une doctorante inscrite à une université africaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir Aïssatou parmi nous, qui a été notre première lauréate. Bonjour Aïssatou. Bonjour Elena. Aïssatou, est-ce que tu veux te présenter? Moi, c'est Aïssatou Seck. Je suis doctorante en fin de thèse à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'école doctorale Ethos, études sur l'homme et la société. Mes recherches portent sur l'histoire de la santé, particulièrement la gestion des maladies en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal. J'ai eu à travailler avec un programme de recherche sur la bureaucratisation des sociétés africaines et des articles publiés aussi sur l'histoire de la santé, notamment les pratiques médicales en contexte colonial, la confrontation entre la médecine coloniale et la médecine endogène, les acteurs. Et j'essaie de voir comment ces deux médecines se sont confrontées et puis quelle a été la réaction des populations africaines, particulièrement la société de l'Afrique de l'Ouest vis-à-vis de la médecine moderne qui a été portée par les colonisateurs et des savoirs médicaux endogènes sur lesquels les populations faisaient souvent recours pour se soigner parce qu'elles n'ayant pas trop confiance à la médecine moderne qui avait ses limites à l'époque, c'est-à-dire au 19e siècle. Je travaille aussi avec la bourse Kimpa Vita sur l'histoire des femmes dans la santé reproductive, comment la santé reproductive a été gérée par l'administration coloniale, notamment les médecins coloniaux, pour un peu confronter aussi là-bas les pratiques de soins endogènes dans la santé reproductive et aussi les médecins coloniaux qui aussi voulaient médicaliser les grossesses et l'accouchement en Afrique de l'Ouest. Voilà en résumé les objets sur lesquels je travaille. Tes travaux t'ont mené à faire des recherches sur la médecine coloniale, tout ce qui s'est passé pendant la colonisation du point de vue santé.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta méthodologie? Comment tu as fait pour, on parle d'une période coloniale, on parle d'administration coloniale, donc comment tu as fait pour récolter en fait toutes tes sources? Alors, il faut dire que dans la discipline historique, généralement quand on fait l'histoire, la méthodologie exigée, c'est définir l'objet de recherche et après cela, il faudra un peu faire la recension des travaux qui ont été faits sur la question ou bien sur l'objet de recherche pour voir quels sont les manquements ou bien qu'est-ce qui doit être remis en cause ou en question pour pouvoir faire avancer la recherche dans ce domaine. Et à partir de ce moment, ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers les archives. Pour l'historien, les archives constituent des sources de première main qu'il faut exploiter. Et avec ces archives-là, il y a différents documents, c'est-à-dire les sources qui ont été produites directes par l'administration coloniale, que ce soit les rapports mensuels, trimestriels ou annuels qui ont été faits pour rendre compte à la hiérarchie métropolitaine de ce qui s'est passé dans les colonies, dans les différents domaines, que ce soit la santé, l'économie mais partout où en tout cas les administrateurs coloniaux avaient des missions dans les colonies, dans tous les domaines. Donc nous, en tant qu'historiens, la méthodologie, c'est d'aller vers ces archives-là, mais aussi au-delà de ces archives, il y a d'autres documents que les historiens utilisent, que ce soit les explorateurs avec leur carnet de notes, des carnets de notes qu'ils utilisaient quotidiennement. Tout ce qu'ils voyaient dans les colonies, ils les écrivaient. Donc, bien avant même la production des archives administratives, il y a eu tous les récits de voyage. Donc, ce sont des récits de voyage qui ont été produits en Afrique et sur lesquels les impérialistes, d'une manière générale, se sont basés pour avoir une idée un peu sur la population africaine et sur ce qu'ils voudraient faire après en Afrique, c'est-à-dire après qu'on a aboli l'esclavage. Et toutes ces documentations-là contribuaient à préparer le projet colonial, mais aussi nous, en tant qu'historiens aujourd'hui, ça nous permet aussi de voir et de nuancer les sources. Du coup, on va vers ces sources-là et puis on essaye aussi de les combiner avec d'autres sources parce que si on se limite tout simplement aux sources, par exemple les archives coloniales ou bien les récits de voyage des explorateurs et autres, on risque de biaiser notre production historique parce que eux, c'est leur conception qu'ils écrivaient et ce qu'ils pensaient de nos sociétés africaines. Mais parallèlement, nous, on nous exige maintenant de faire du terrain. Même si l'époque parfois est éloignée, il y a les sources orales qu'il faudra collecter et essayer d'analyser notre objet de recherche à partir de ces différentes sources. Donc ici, la méthodologie consiste à combiner toutes ces sources-là pour essayer de faire une analyse objective de la question de recherche ou bien de notre objet de recherche. Voilà un peu en histoire la méthodologie qu'on utilise pour aboutir souvent à des résultats par rapport à la question qu'on veut traiter. Bon, moi j'ai quand même un peu de problème parce que quand tu me parles de sources orales et qu'on parle de colonisation, donc on parle de 1800, 19e siècle, 20e siècle, c'est tellement éloigné que donc du coup je ne sais pas les sources, comment vous faites. Bon, on va pas s'attarder dessus, peut-être que ça fera l'objet d'un autre podcast, mais tu m'expliquais que tu avais eu des difficultés parce que justement les archives ne sont pas disponibles en Afrique. Et que pour consulter ces archives-là, qui pour la plupart sont détenues en Europe, c'est ça? Il faut voyager pour aller jusqu'en Europe, il faut faire une demande, tu signes des documents quant à l'utilisation que tu veux en faire de ces archives-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les difficultés que tu as eues ou que tu as en tant qu'historienne pour pouvoir faire tes recherches? Bien que les archives existent ici dans nos pays, la plupart des archives sont en Europe. Par exemple, pour le cas spécifique du Sénégal, les archives se trouvent pour la plupart du temps à Aix-en-Provence et dans les autres aussi centres d'archives en France. Et pour les historiens qui sont ici, ou qu'ils soient
masteriens ou doctorants, souvent on a besoin de ces archives. Et que pour les archives qui existent, par exemple, ici au Sénégal, souvent pour certaines périodes, on n'arrive pas à avoir accès sur ces archives-là parce que c'est des archives maintenant, des documents qui sont vétustes, parce que les conditions de conservation des archives ne sont pas au rendez-vous et que la plupart du temps, les doubles sont gardés en France et d'autres même qui n'existent pas ici. Parce qu'il arrive qu'on demande par exemple un document sur une question spécifique et qu'on nous dise que ça n'existe pas. Et souvent, ce sont les archivistes qui disent que oui, on ne l'a pas au Sénégal, mais certainement ça doit se trouver à Aix-en-Provence, par exemple, les archives d'Aix-en-Provence. Et souvent, les difficultés que les chercheurs ici seniors ont, c'est-à-dire c'est d'avoir les sources pour voyager jusqu'en France et puis consulter ces archives. C'est-à-dire que tu dois séjourner là-bas pour pouvoir consulter ça. Ça demande des ressources financières et que ces ressources financières ne sont pas souvent disponibles pour les étudiants. Ou bien s'ils sont disponibles, c'est souvent en collaboration avec certains instituts de recherche qui sont en France et qui souvent dans le cadre des coopérations, par exemple pour le département d'histoire, octroient 2 à 3 bourses à des étudiants qui peuvent se déplacer pour aller là-bas et faire leur recherche. Et ça, quand même, c'est une énorme difficulté dans la mesure où, même si tu as cette bourse-là, c'est limité, c'est des séjours limités, et ça montre nettement, par exemple, l'historien qui est en France et qui a accès à toutes ces archives-là, et ceux qui sont dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest, qui n'arrivent pas à avoir accès à ces archives. Donc, toutes ces informations-là qui sont utiles pour l'analyse de nos problématiques de recherche, nous ne les avons pas souvent et ça pose problème. Maintenant, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que parfois aussi, on peut avoir des opportunités de postuler à des programmes de recherche. Ça a été mon cas pour pouvoir après faire des séjours de recherche chaque année durant la durée du contrat et puis pour pouvoir faire ces recherches dans les meilleures conditions et tout. Donc il y a cette énorme difficulté-là. Okay. Et même pour aller vers le terrain, aussi faire les enquêtes orales, parce que même si on se situe par exemple au Sénégal et qu'on veut aller faire des enquêtes orales en Casamance ou bien dans d'autres régions, il faudra carrément les moyens financiers pour le faire. C'est triste quand même que, en fait, nous, à partir d'ici, on n'ait pas libre accès aux archives qui, quand même, c'est des archives qui parlent de nous, quoi, de nos populations et de ce qui se passe. Quels, selon toi, étaient les principaux objectifs de la médecine coloniale en Afrique de l'Ouest ? Alors, les principaux objectifs de la médecine coloniale se sont déclinés dès le début du 19e siècle, où, après l'abolition de l'esclavage, il y a eu les impérialistes qui se sont reconvertis en, on va dire, des gens qui s'intéressent maintenant à l'exploitation, non pas des ressources humaines uniquement, mais aussi des ressources naturelles de l'Afrique. Et c'est là où, après l'esclavage, il y a eu les conquêtes coloniales. Donc, et avec ces conquêtes coloniales-là, on a vu que les médecins militaires qui menaient ces conquêtes coloniales-là dans les colonnes, il y avait eu beaucoup de morts. Et qu'ils supportaient difficilement les maladies qui existaient en Afrique et les maladies aussi qu'ils importaient en Afrique. Donc il y a eu beaucoup de morts chez les Européens et cela a fait même qu'on a surnommé l'Afrique le tombeau de l'homme blanc. Et du coup, le principal objectif de la médecine coloniale était maintenant de pouvoir assurer le survie de ces troupes en Afrique pour conquérir les territoires africains. Et malheureusement, ce qui existait à l'époque au 19e siècle comme moyen médical contre les fièvres qui ravageaient les populations européennes en Afrique, c'était la quinine. Et que
cette quinine-là avait ses limites parce que aussi, en même temps que les maladies faisaient des ravages, il y avait les effets secondaires aussi qui impactaient sur les nombres de décès dans les troupes coloniales. Et du coup, son premier objectif, autant pour moi, c'était de pouvoir assurer la santé des troupes européennes, d'une manière générale les expatriés européens, pour pouvoir mener à bien la conquête coloniale. Maintenant, les théories qui ont été généralisées, c'était quoi? C'était d'aller sauver l'Afrique de la misère, des maladies et autres. Tout ça, c'était juste des arguments déguisés pour pouvoir mener la conquête à bien, mais ils savaient que cette médecine-là n'était pas venue pour soigner les populations africaines. Et c'est comme ça, après maintenant d'avoir conquéri les territoires africains, il y a eu maintenant ce besoin de s'intéresser à la population africaine parce que les maladies n'épargnaient personne, que ce soit les populations européennes, que ce soit les populations africaines. C'était des maladies, c'était des situations épidémiques qui étaient là, qui touchaient tout le monde. Par exemple, la fièvre jaune, à l'époque, ça ravageait beaucoup. Le paludisme, il y a eu une liste de maladies qui étaient là et qui touchaient tout le monde. Donc maintenant, après avoir conquéri les territoires et commencé à développer l'hygiène pour que les populations européennes puissent vivre en Afrique, il y a eu ce besoin maintenant de s'intéresser à la santé des populations. Il n'y avait rien d'humanisme comme il le disait à l'époque. C'était purement les enjeux économiques, politiques étaient là. Donc il fallait s'intéresser à la santé publique d'une manière générale dans les colonies. Et parmi ces objectifs, il y avait soigner les populations, mais pour mieux utiliser cette main-d'œuvre-là, c'est-à-dire avoir une main-d'œuvre saine pour l'exploitation des colonies. Et cette exploitation, à l'époque, était appelée la mise en valeur des colonies, qui s'est faite en 2 phases, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Et après, à partir des années 1920, après la Première Guerre mondiale, avec les impacts qu'ils ont eu en Europe, il y a eu aussi une autre phase de mise en valeur des colonies où la médecine était au cœur de tous ces projets coloniaux. La médecine coloniale avait vraiment pour objectif le bien-être d'abord des expatriés blancs, donc des colons, pour pouvoir conquérir les territoires. Et dans un deuxième temps, ils se sont penchés sur la santé des populations des colonies parce que c'était ça leur main-d'œuvre. Dans ce cadre-là d'hygiène et de santé des populations et aussi de leur propre santé, ils ont eu recours à utiliser en fait les populations des colonies pour pouvoir faire des essais scientifiques, pour pouvoir faire des tests, pour pouvoir avoir des théories médicales. Et dans ce cadre-là, ils ont beaucoup utilisé les corps des colonies. Nous, on va se concentrer plus sur le corps des femmes. Il nous a beaucoup parlé de Saartjie Baartman. Saartjie Baartman qui a été prise comme norme pour comparer toutes les autres femmes africaines. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui est d'abord Saartjie Baartman et quel a été son rôle dans l'histoire coloniale? Saartjie Baartman est née vers 1789 en Afrique du Sud. Elle a vécu une enfance marquée par la violence coloniale. Sa famille aurait été tuée par des chasseurs néerlandais, ce qui l'a conduite à devenir servante dans un foyer colonial néerlandais. Et c'est après cela, en 1810, qu'un Anglais lui promit le mariage et célébrité pour l'amener en Europe. Au lieu de cela, elle fut exhibée, cas unis, dans des spectacles de foire à Londres et Paris, sous le surnom péjoratif de Venice Hottentot. Et c'est comme ça qu'elle attirait des foules qui la ridiculisaient et l'insultaient. Et elle était forcée ainsi à chanter, à danser et à jouer du ramki, qui est un instrument de l'Afrique du Sud, pour des publics et fascinés par sa stéapogie. Et après cela, il y a eu un procès pour lui rendre un peu justice dans ce sens-là. Et le procès révéla qu'elle avait déclaré ne pas être contrainte et avoir accepté une part des revenus des spectacles. Mais les historiens soulignent que son consentement était probablement manipulé, d'autant que le peuple subissait des persécutions en Afrique du Sud.
Et c'est comme ça qu'elle a eu à être baptisée en 1811 et finit par être étudiée à Paris par les scientifiques comme Georges Cuvier, qui la réduisirent en un objet d'analyse raciale. Elle meurt en 1815 de pneumonie, probablement parce que les sources ne permettent pas de dire que c'était carrément la pneumonie, mais que certaines sources reprennent. Et c'est après sa mort que maintenant Georges Cuvier disséqua son corps et conserva le squelette, son cerveau et ses organes génitaux au musée de l'homme à Paris. Ces restes furent exposés jusqu'en 1914 et pour dire que c'est jusqu'après même les indépendances, son corps était toujours exposé, les restes de son corps. Et cela symbolisait le racisme scientifique et la déshumanisation coloniale. Après des décennies de demandes, notamment par Nelson Mandela, la France restitua en 2002 ses restes. C'est dans ce sens-là qu'un hommage lui fut rendu en Afrique du Sud et un district même du nom de Kakadu fut renommé Sarah Baartman en 2015 pour honorer sa mémoire. C'est pour dire que l'histoire de Sarti Baartman illustre en fait les violences coloniales exercées sur le corps des femmes. Et il n'y avait pas que l'histoire de Sarti Baartman. Il faut dire que même si les contextes diffèrent, on n'est pas en Afrique de l'Ouest, il y a eu d'autres exactions sur le corps des femmes. Par exemple, pour trouver les soins médicaux ou bien la solution sur les problèmes génitaux, notamment les fistules, James Marion, surnommé le père de la gynécologie, avait utilisé des esclaves noirs pour faire des opérations sans anesthésie sur leur corps, parce que tout simplement, au XIXe siècle, les médecins coloniaux avaient conçu l'idée selon laquelle les femmes noires ne pouvaient pas ressentir la douleur. Et à partir de cette idée fausse, ils ont utilisé beaucoup de corps de femmes noires pour faire des expérimentations chirurgicales. Donc pour dire que le cas de Sarti Baartman est la plus célèbre, parfois certes, ou bien étudiée par les historiens, mais il y a eu bien avant Sarti Baartman d'autres exactions qui ont été faites sur le corps des femmes noires. En lisant le livre de Corps noir et médecins blancs de Delphine Pietri-Courtis, elle a un peu décrit en fait tout ce que la médecine coloniale a fait au corps des femmes noires. Pour Sarti Baartman, elle disait que les fesses étaient comparées à des bosses de chameau ou du zébu, à la queue de mouton, et que sa stéapogie constituait le trait anatomique le plus étudié, le plus représenté au XIXe siècle pour évoquer la spécificité de la corporéité féminine africaine. Il y a aussi des stéréotypes sur, par exemple, l'hypersexualité des femmes noires. Et il fut même un temps où, quand les administrateurs devaient venir aux colonies, on interdisait ces gens-là de tomber sous le charme des femmes noires qui sont hypersexualisées et puis de se mélanger, de peur que d'autres, par exemple des enfants métis, naissent dans ces relations-là, parce que tout simplement, pour eux, c'était des gens civilisés et qu'il ne fallait pas se mélanger avec les femmes dans les colonies qui sont femmes hypersexuées parce que ils sont hypersexués parce que c'est des gens primitifs. Donc cette idée de primitivité des populations africaines était aussi en quelque sorte une motivation pour parler et étudier le corps des femmes et que ça ne se limitait pas sur tout simplement l'étude des seins, des fesses et autres, mais aussi des crânes. La crânologie a été développée au XIXe siècle, tout simplement parce que si les médecins considéraient que, ou bien avaient formulé l'hypothèse selon laquelle ces gens-là étaient primitifs et que eux, ils étaient civilisés, intelligents, donc il fallait prouver cela et avec tous les moyens que ça demandait, c'est-à-dire
prendre les populations africaines et les étudier. Donc, par exemple, moi, dans mes recherches, j'étudie un peu le fait que les populations africaines étaient réticentes parfois d'aller dans les hôpitaux, que les populations parfois voulaient même mourir chez eux au lieu d'aller dans les hôpitaux, parce que tout simplement, certains décès n'étaient pas déclarés pour la simple raison que ces corps étaient exportés en Europe pour des études raciales, des études médicales raciales, pour prouver que le crâne d'un tel ou tel est primitif ou intelligent. En tout cas, on était dans un contexte où la médecine coloniale, dans ses différents domaines, voulait expérimenter toutes les théories formulées à l'époque sur les populations africaines, que ce soit leur primitivité, que ce soit leur insensibilité face à la douleur, que ce soit leur résistance face à certaines maladies. Donc, il y avait toutes ces hypothèses-là, c'était des hypothèses médicales qui n'étaient pas encore confirmées, mais qui se confirmaient ou s'infirmaient à travers l'étude du corps des populations africaines. Et c'est dans ce sens-là, justement, que le corps, particulièrement le corps des femmes, a été dévalorisé, que ce soit, comme tu as dit, le visage, le crâne, les lèvres, le nez, les cheveux, les attributs sexuels, la maternité, la tolérance à la douleur, tous ces attributs, en fait, les attributs féminins ont été dévalorisés pour pouvoir prouver, en fait, que on était des êtres primitifs. Oui. Et qu'il fallait civiliser. Et qu'il fallait nous civiliser. Oui. Les populations des colonies ne voulaient pas aller forcément dans les hôpitaux coloniaux parce qu'ils avaient peur. Je pense qu'ils se doutaient, ils savaient de toutes les expérimentations qui étaient faites. Il n'y avait pas de retour. On ne retournait pas le corps, comme tu disais, à chaque fois. Du coup, ils se tournaient vers qui? Est-ce qu'il y avait dans les populations africaines des personnes qui étaient à mesure, en fait, de prendre en charge la santé localement et ne pas avoir recours aux médecins coloniaux? La question elle est intéressante parce que ça permet déjà de pouvoir réfuter tout ce que la bibliothèque coloniale a produit sur les savoirs sanitaires endogènes, disant que les populations n'avaient pas cette capacité, et ça renvoie à l'état primitif tout simplement, qui était des suppositions, n'avaient pas cette capacité-là de se prendre en charge dans tous les domaines, que ce soit la santé et autres. Donc, il fallait les coloniser. Mais il y avait cette médecine endogène qui a existé bien avant l'arrivée des colonisateurs, parce que ce qui est intéressant à rappeler là-bas, c'est-à-dire que souvent quand on parle d'histoire coloniale, c'est comme si les sociétés africaines ont débuté avec la colonisation. Alors que bien avant l'arrivée des Européens en Afrique, mais comme dans toutes les sociétés du monde, les Africains se confrontaient aux maladies et autres. Donc, ils ne restaient pas insensibles face à ces situations-là qui leur arrivaient naturellement. Donc, il y avait cette médecine endogène, des savoirs, des plantes. Après, il y a eu le dénigrement et la marginalisation des colonisateurs qui leur traitaient de soit c'est des marabouts, des féticheurs, des charlatans et autres. Donc, c'est des concepts péjoratifs qu'ils utilisaient pour dire que eux, ce qu'ils utilisaient pour soigner les populations africaines n'était pas efficace. Or, c'était en quelque sorte, en disant cela, ils infantilisaient aussi les populations africaines, toujours les renvoyant dans leur état primitif, pour dire qu'ils n'avaient pas ce choix thérapeutique, ou bien ils ne savaient pas distinguer par quelle méthode se soigner face à la situation des maladies. Et ils se sont rendus compte maintenant, au moment où ils ont commencé à s'intéresser à la population africaine, pas en tant que des humanistes, mais pour avoir cette main-d'œuvre-là qui peut leur servir, ils ont commencé maintenant à voir qu'il y avait cette concurrence, que les populations africaines se confiaient plutôt au savoir sanitaire endogène plutôt que la médecine moderne avec ses limites. Maintenant, pour parler spécifiquement de la santé reproductive, il y a eu les matrones qui étaient là et c'était des femmes
Mais c'était des femmes avec des connaissances qu'elles ont acquis, on va dire, à travers des générations, à travers une transmission, parce que nos communautés sont organisées de telle sorte que parfois on dit une telle ethnie dispose des connaissances dans tel domaine, par exemple dans la psychiatrie. C'est l'exemple des Lébou ici à Dakar. Avec le Ndeup. Oui, le Ndeup. Dans d'autres, au fait, c'était classé. Nous sommes des sociétés organisées, même si dans le sens institutionnel, pour eux, ce n'était pas rationalisé et tout, mais nos sociétés ont toujours été des sociétés organisées et tout. Et on découvre que dans la santé reproductive, il y a même des médecins coloniaux qui l'écrivaient dans leur rapport pour dire que dans les sociétés africaines, il existe des femmes qui disposent de savoirs traditionnels dans la santé maternelle et infantile. Et que souvent, quand on parle de santé reproductive, ce sont ces femmes-là qui s'en occupent plutôt que les hommes. Et c'était écrit dans les rapports. Mais maintenant, l'administration coloniale, toujours dans son rôle de garder cette idéologie que les populations africaines, il faut forcément les coloniser parce qu'il faut les aider dans la santé et tout, ne pouvaient pas reconnaître ces savoirs-là. Donc, c'était souvent, il y avait tout un lot de stéréotypes qui étaient développés sur les savoirs africains, alors qu'en réalité, les matrones, par exemple, elles arrivaient à faire accoucher des femmes qui n'avaient pas, en tout cas, trop confiance à la médecine moderne, particulièrement aux médecins coloniaux, parce que tout simplement, il y avait l'idée que les femmes ne ressentaient pas la douleur. Donc, il y avait une inégalité, même dans les maternités, entre une inégalité médicale raciale, entre une femme européenne qui pouvait accoucher, à qui on apportait toute cette assistance-là, parce que, oui, parce que elle peut ressentir la douleur, et cette femme africaine qui, pour elle, on pouvait la garder parce que celle-là, elle peut accoucher sans pour autant ressentir cette douleur. Donc, les femmes ont compris cela. Moi, je ne suis pas d'avis avec ceux qui disent que, par exemple, est-ce qu'à l'époque, les femmes pouvaient comprendre que les médecins, oui, avaient cette idéologie envers eux? Moi, je dis qu'il y avait déjà les séquelles de l'esclavage et que les informations se transmettent de génération en génération. Les populations africaines savaient que les Européens n'avaient pas une considération humaine envers leur santé ou bien leur corps tout court. Du coup, c'est ça qui amenait les résistances et tout, et que les matrones aussi avaient réussi à imposer à l'administration coloniale l'influence qu'elles avaient sur les femmes, alors que l'administration coloniale, à partir du début du XXe siècle, était carrément dans cette politique de médicalisation de masse, c'est-à-dire qu'apporter l'assistance médicale à toutes les populations africaines pour pouvoir résoudre le problème des maladies, le problème de la démographie et tout. Donc, dans la santé reproductive, il fallait commencer par là, surtout notamment avec la question des main-d'œuvre, c'est-à-dire des troupes qui devaient partir en guerre, ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, mais aussi des gens qui devaient travailler dans les champs et autres. Du coup, c'est la santé reproductive qui était là pour assurer cette démographie, et les matrones avaient réussi à imposer leur veto dans les maternités, et c'est comme ça que les médecins coloniaux et les administrateurs ont eu à intégrer les matrones pendant un moment dans le système de santé reproductive en Afrique de l'Ouest. Et tu dis aussi dans ton projet de recherche que tu as soumis à la KIMPA, tu dis qu'à un moment donné, la médecine coloniale a voulu former des sages-femmes pour pouvoir faire un pont avec la population des colonies, parce que justement les populations avaient plus confiance aux médecins coloniaux. Est-ce que tu penses que la colonisation, la médecine coloniale a laissé des séquelles sur nos corps de femmes africaines?
Bon, oui, la médecine, on ne va pas dire carrément, spécifiquement la médecine coloniale, mais la colonisation d'une manière générale a laissé des séquelles qui sont maintenant ancrées dans nos sociétés. Je prends l'exemple précis, par exemple, de la dépigmentation. Aujourd'hui, si une femme pense que si elle n'est pas claire, elle n'est pas belle, c'est parce que là, ça vient justement des stéréotypes qui ont été formulés sur l'état primitif, la couleur des peaux et autres, que les médecins coloniaux aussi ont ont défendu pendant un moment. Et ça a construit un complexe qui a décrété qu'il faut être blanche pour être belle. Là, c'est carrément colonial, quoi. Les idéologies raciales coloniales du 19e siècle qui ont fait cette construction-là et qui laissent des séquelles jusqu'à présent. Et c'est la même chose aussi à travers les cheveux crépus et autres. Les gens n'acceptent pas, tout simplement parce qu'il y a ces imaginaires-là qui restent et qui font que les femmes africaines, surtout noires, n'essayent pas de s'accepter. Et on voit aujourd'hui apparaître des associations qui essayent un peu de déconstruire tout ce complexe-là, colonial, chez les femmes et autres. Et je pense que c'est de très belles initiatives. Ok. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place, selon toi, aujourd'hui, pour que les femmes africaines puissent davantage s'approprier leur santé et leur corps? Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est de renforcer les luttes féministes qui conscientisent les femmes sur le droit sur leur corps. Il faut sensibiliser dans le sens où la femme, même si elle fait partie d'une communauté, qu'elle s'approprie du droit de son corps, de l'utilisation de son corps, ce qu'elle doit faire de son corps, puis qu'elle ne reste pas dans cette obligation d'accepter ce que la société impose comme norme. Ce n'est pas tout ce que nos sociétés ont pratiqué jusqu'à présent qui peuvent être considérés comme irréprochables. On va terminer, Aïssatou. Est-ce que tu as en tête des exemples de figures historiques de femmes africaines qui ont marqué l'histoire de la médecine et des soins en Afrique? Awa Keïta, son exemple est fascinant dans l'hybridation de la médecine endogène et de la médecine moderne, toujours dans le contexte de la santé reproductive durant la colonisation. Elle n'est pas trop célèbre et pourtant, elle est célèbre de par ses actes, de par son parcours qui a été exceptionnel. Elle a été sage-femme. Elle est sortie de l'école de médecine de Dakar, qui formait à l'époque toutes les sages-femmes qui devaient être envoyées dans les maternités coloniales de l'Afrique de l'Ouest. Elle a travaillé aussi avec des matrones. Ce qui est intéressant à voir ici aussi, comme on parlait tout à l'heure de limites de la médecine endogène, il y a eu chez les matrones, des matrones qui n'arrivaient pas, par exemple, à faire accoucher les femmes dont les bébés se présentaient en position siège. Et ces bébés-là étaient marginalisés pour dire que c'était des bébés porte-malheur. Donc, à chaque fois que les matrones étaient dans ces genres de situations, l'interprétation était que le bébé porte malheur et que souvent, ce bébé-là, même s'il naît dans des conditions très difficiles. Et puisque la société pense ou certaines communautés pensaient que c'était des bébés porte-malheur, on ne prenait pas soin de ces gens-là, de ces bébés-là. Et si la maman décède, quelque temps après, le bébé va suivre. Et ce qui est fascinant avec le cas de Awa Keïta, après sa formation à l'école de médecine de Dakar, elle est arrivée à faire comprendre au Mali, aux matrones, qui étaient après des assistants auprès de ces sages-femmes-là, aux matrones, que non, on pouvait garder et la mère et le bébé dans ces genres de situations. Et ça a permis de démontrer aussi les limites, comme on disait, les limites
des savoirs endogènes parfois, parce que les matrones n'arrivaient pas et elles donnaient une interprétation qui n'était pas un bébé porte-malheur, ça n'existe pas. Et c'est comme ça qu'après, les matrones ont appris beaucoup de choses à travers Awa Keïta sur comment faire naître les femmes qui sont les bébés qui se présentaient en siège. En siège. Et après cela, Awa Keïta aussi, elle était féministe, on va dire, parce qu'elle a mené des combats dans les maternités. Elle parlait avec les femmes et c'est comme ça qu'elle a eu cette notoriété de pouvoir les convaincre, de les conscientiser sur beaucoup de leurs droits qu'elles avaient et qu'elles ne pouvaient pas accéder tout simplement parce qu'il y avait les barrières socio-culturelles qui étaient là. Et c'est comme ça aussi qu'elle a commencé à avoir une résistance vis-à-vis de l'administration coloniale qui était là. Et c'est comme ça qu'elle a suscité aussi une surveillance envers elle, parce qu'elle était surveillée par l'administration coloniale. Et après, sa notoriété en tant que sage-femme lui a permis d'entrer en politique. Et c'est comme ça qu'à la veille des indépendances, elle a participé à pas mal d'activités politiques. Et elle a été aussi sanctionnée. Le fait qu'elle organisait des réunions secrètes dans les maternités pour conscientiser les femmes. Elle a été envoyée au Sénégal comme sanction où elle a aussi mené d'autres activités politiques et elle est devenue la première femme députée en Afrique de l'Ouest, la première femme députée sous Modibo Keïta. Et voilà, elle est aujourd'hui très connue au Mali, mais reste quand même... Elle est assez méconnue du grand public, quoi. Oui, c'est ça, méconnue du grand public. Je vais vous mettre en barre de recherche. Elle a écrit, avant de mourir, elle a écrit un livre sur elle-même. Oui, elle-même. Ouais, elle-même qui a écrit un livre sur elle-même qui s'appelle La vie d'Awa Keïta, qui a été publié par Présence africaine. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'information. Oui. Merci Aïssatou. Merci beaucoup Elena. La richesse se trouve dans tes mains. Bats-toi et construis dans